Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Au passage, je vous raconte mes aventures d'apprentie autrice parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Dans ce 5e épisode de La Page Sensible, je vous parle du roman La Discrétion, le dernier livre en date de l'autrice Faiza Guène, sorti en 2020. Il raconte l'histoire de Yamina, une femme algérienne ayant fui la guerre, tout en dressant le portrait de ses enfants qui grandissent en banlieue parisienne. Le roman se déroule donc entre 1948 et 2018. Un roman polyphonique qui mélange génération et point de vue dans une véritable ode à l'empathie. Et c'est pourquoi j'ai très hâte de vous en parler. Côté écriture, je vous raconterai mon combat sanglant contre l'auto-sabotage, qui est le premier frein que je rencontre dans l'écriture de mes romans. Et comme d'habitude, je vous décortiquerai comment j'essaye de dépasser ce blocage. Aujourd'hui, côté lecture, je vous parle donc du roman La Discrétion de Faiza Guène. C'est un roman, comme beaucoup, que j'ai découvert par recommandation, comme souvent. Celui-ci, c'est mon papa qui me l'a prêté, en me disant « Je pense que ça va te plaire ». Et il avait raison. Pour être honnête, j'étais complètement passée à côté de Faiza Guène, je ne la connaissais pas, et pourtant elle est très connue, elle a quand même sorti son premier roman en 2004 à l'âge de 19 ans. Ce roman, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Kiff Kiff Demain, et ça a été un énorme succès non seulement en France mais aussi à l'international, il a quand même été traduit en 26 langues. Mais moi, bizarrement, j'étais passée complètement à côté. Il faut dire qu'en 2004, j'avais 11 ans, peut-être que c'est un début d'excuse. Elle a ensuite sorti 5 autres romans après Kiff Kiff Demain, entre 2004 et 2020, et le dernier en date, c'est celui que j'ai lu, La Discrétion, qui est paru chez Plomb il y a donc bientôt 2 ans. Si je devais résumer très brièvement ce roman, je dirais que c'est l'histoire de Yamina, une femme qui est née en Algérie dans un tout petit village très pauvre en 1948 et qui va devoir fuir son pays à cause de la guerre. Elle va d'abord passer par le Maroc pendant plusieurs années pour ensuite aller vivre en France et terminer entre guillemets sa vie à Aubervilliers. Je dis entre guillemets parce que sa vie n'est pas terminée. Au moment du temps présent de ce récit, en 2018, elle a 70 ans. Elle s'apprête à fêter ses 70 ans. Mais en fait, ce livre va beaucoup plus loin que la seule histoire de Yamina, et je vais directement passer aux raisons pour lesquelles j'adore ce livre, parce que c'est une des raisons principales. Une fois de plus, et vous allez peut-être rigoler si vous avez écouté les précédents épisodes, ce roman est un roman polyphonique. C'est un peu mon obsession du moment, je crois que je lis quasiment que des romans polyphoniques en ce moment. Donc c'est un terme compliqué pour dire quelque chose de très simple, il y a plusieurs narrateurs dans le roman. On alterne entre le point de vue de différents narrateurs. Ça ne veut pas forcément dire que ces passages sont écrits à la première personne. D'ailleurs, en l'occurrence, dans La Discrétion, les passages sont toujours écrits à la troisième personne. Donc, il fait ci, elle pense ça. Mais on est dans la tête d'un personnage différent à chaque fois et c'est très très clair qu'on a accès à l'intériorité d'un personnage différent à chaque chapitre. Ceci étant dit, le personnage principal, c'est Yamina, la petite Yamina au début, qui naît, donc on va assister même à sa naissance en 1948 dans un tout petit village algérien, et vraiment dans des conditions très modestes et assez difficiles, il faut le dire. Et on va suivre l'histoire de Yamina sur 70 ans, sur 7 décennies, à travers l'Algérie, puis le Maroc, puis la France, parce qu'elle est forcée de fuir son pays à cause de la guerre. Mais on va également avoir accès au présent de Yamina à Aubervilliers. Et d'ailleurs, le tout premier chapitre du roman, qui fait presque office de prologue, ouvre en 2018 à Aubervilliers, alors que Yamina s'apprête à fêter ses 70 ans et en fait, elle se remémore toute sa vie. On a donc une chronologie alternée dans ce roman. On alterne des flashbacks de son enfance, puis de son adolescence, puis sa vie de jeune femme. Enfin, vous suivez l'idée, c'est-à-dire que ça part de 1948 et ça remonte le temps jusqu'en 2018. Et on alterne ces chapitres-là, donc la jeunesse de Yamina, avec des petites scènes, des petits chapitres qui se passent au présent, en France, à Aubervilliers. Et la touche extrêmement maligne, intéressante, fascinante de Faiza Guène dans ce roman, c'est que ces petits chapitres au présent ne sont pas du point de vue de Yamina, mais du point de vue de ses 4 enfants et de son mari, Brahim.
Et ce processus qu'elle a utilisé apporte une richesse incroyable au récit, parce qu'en fait, il permet de voir comment notamment chacun de ses enfants se dépatouille avec son héritage culturel et bien sûr avec les thématiques très personnelles pour eux, mais en même temps tout à fait sociétales, que sont le racisme qu'ils vivent au quotidien par exemple, une certaine colère dont ils ont hérité. Et on voit comment chacun de ces enfants, donc qui ont à peu près la trentaine, tous, va l'un être dans la honte, l'autre être dans la rébellion, l'autre être dans le pardon, celui qui veut se fondre dans la masse, celui qui n'en veut à personne. Je devrais dire celui ou celle, parce qu'il s'agit de 3 filles et d'un garçon, donc Malika, Anna, Iman et Omar. Et ce qui est très très intéressant, c'est que chaque chapitre permet de confronter un point de vue différent sur cette histoire familiale, sur ce présent aussi, ce présent en France en tant que maghrébin. Et à aucun moment, Faiza Guène ne tranche, c'est-à-dire que la parole et le point de vue de chaque personnage est valorisé, elle laisse chacun s'exprimer, chacun a la liberté de gérer son héritage comme il le veut, comme il le peut. Et elle nous donne l'occasion de rentrer dans l'intériorité de chacun de ces personnages et de comprendre ses raisons de penser comme il le fait. Et pour moi, ce roman, ça a été une claque d'humanité. C'est pour ça que je disais dans l'introduction de cet épisode que c'était une ode à l'empathie, parce que c'est vraiment ça. Elle nous montre en fait qu'aucune réalité n'a une seule facette, que chaque situation, chaque passé, chaque héritage culturel, mais aussi chaque situation du présent peut être vécue de façon très différente par différentes personnes. Et donc on va, en suivant ces 6 personnages, que sont les 2 parents, Brahim et Yamina, et leurs 4 enfants, on va vraiment avoir un panel d'expériences très différentes avec l'intériorité et la personnalité de chacun et chacune, de leur expérience à la fois de ce passé commun, de cette histoire commune, et de leur présent à Aubervilliers. Donc voilà pour la polyphonie. Une deuxième chose que j'ai adorée dans ce roman, c'est tout simplement le personnage de Yamina. Elle est hyper attachante. Ce personnage, il est décrit avec une tendresse infinie. Et d'ailleurs, la dédicace du roman de Faiza Guène, au début, c'est « À ma mère, à toutes nos mères ». Et moi, j'avais vraiment cette dédicace en tête pendant toute ma lecture. J'avais vraiment l'impression d'une déclaration d'amour. On devine l'amour infini de l'autrice pour les femmes de sa famille, pour sa maman, dans la façon dont elle décrit l'intériorité, la dignité, l'intelligence, la force, la résilience de ce personnage de Yamina, qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer, d'aimer passionnément, parce qu'on l'aime. Moi, je l'aimais comme une fille en lisant ce livre. Et ça va peut-être paraître un peu cucu ce que je dis, mais je pense que ce genre de récit, cette représentation-là, est assez rare en fait. C'est pas souvent qu'un protagoniste, c'est une petite dame arabe de 70 ans qui vit dans un HLM à Aubervilliers. Et finalement, ce livre, il permet de dire, mais tout le monde a une histoire très complexe, tout le monde a une intériorité complexe et multiple et qui s'est construite sur des décennies. Moi, j'ai adoré plonger comme ça dans l'histoire et dans la vie et dans la tête de Yamina. Et j'ai adoré l'aimer, ressentir cet amour de ce personnage, parce que j'ai l'impression que depuis que je l'ai lu, j'ai un peu plus d'humanité en moi. Et après tout, il me semble que la lecture, ça sert avant tout à ça. Ensuite, il s'agit d'une histoire familiale marquée par l'exil et par la guerre, mais c'est également un récit lumineux où chaque personnage apprend à gérer à sa façon la colère héritée et la honte, etc. Et je n'ai pas trouvé que c'était un livre sombre malgré les thématiques qu'il traite. J'ai trouvé que c'était un livre nécessaire, un livre touchant et un livre en fait vraiment profondément humain. J'ai aussi apprécié dans ce roman le dépaysement, à la fois temporel, puisqu'il commence en 1948, donc on se plonge dans un quotidien très 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 différent du nôtre, et également un dépaysement géographique, puisqu'on va passer par l'Algérie, par le Maroc, et puis même Aubervilliers. Pour moi qui ai grandi dans un village drômois, c'est très dépaysant. Et enfin, je ne peux pas vous parler de ce roman de Faiza Guène sans mentionner le style, un style vraiment efficace, moderne, à la fois soigné, c'est-à-dire qu'il y a des passages avec une certaine poésie, un certain sens de la formule, et en même temps un langage qui peut être oral et qui n'hésite pas à utiliser de l'argot. Et moi, ça, c'est quelque chose que personnellement j'adore, que j'aime par exemple chez Daniel Pénac au hasard. Et je m'y reconnais beaucoup.
c'est vraiment la façon dont moi, spontanément, j'écrirais. Et j'écris, d'ailleurs. Certaines personnes, ça leur déplaît que j'utilise de l'argot dans mes textes. Il y en a d'autres qui adorent. Moi, je fais partie des gens qui adorent ça. Pour l'extrait d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un passage qui se passe au présent, en 2018, et qui n'est pas du point de vue de Yamina, mais d'une de ses filles, sa deuxième fille, qui s'appelle Anna, qui a 34 ans et qui a un caractère bien trempé. C'est certainement celle des 4 enfants qui a le plus de révolte et de colère en elle, celle qui est la plus engagée. En fait, j'ai beaucoup apprécié ce personnage parce que déjà, je sais pas pourquoi, mais j'avais un instinct, peut-être que je me trompe complètement et que Faizagen me contredirait, mais j'avais l'impression, en la lisant, que c'était un petit peu l'autrice, la voix de l'autrice, celle qui serait la plus proche de la voix de l'autrice. J'avais l'impression que ça pourrait être, si elle devait être un des personnages du roman, elle serait plutôt ce personnage-là. Et moi-même, je m'y suis un petit peu reconnue aussi parce que j'ai aussi un bon petit carafon, comme le savent mes proches. Dans ce chapitre, qui se déroule donc en région parisienne, comme tout ce qui se passe au présent, on entre dans le point de vue de Anna par le biais d'un date. Elle attend son date dans un café. Au cours de ce date, elle réfléchit, elle se remémore ses histoires passées. Notamment, elle se plaint, je cite, de ne pas intéresser les garçons arabes, notamment ceux qui ont de l'ambition, je cite encore, car d'après elle, ils cherchent tous à sortir avec des femmes blanches, je cite, pour prouver leur réussite sociale. Donc elle râle à cause de ça. On voit que c'est un peu on sent que c'est quelqu'un qui râle. Et tout en attendant, elle se remémore notamment un peu ses échecs passés. Anna a essayé pourtant. Elle est même tombée amoureuse 1 ou 2 fois, il y a quelques années. 1 fois en particulier. Mais c'était perdu d'avance. Celui-là, il se sentait menacé. Anna a toujours eu une forte personnalité. Lui, il avait peur qu'elle prenne sa place. Il avait tout le temps la trouille d'être dominé, qu'elle le croque, qu'elle le mâche et qu'elle l'avale. Il s'est mis à vouloir la contrôler, et elle, à dire des choses dans le genre « Écoute-moi bien, même mon père il m'interdit rien, alors c'est pas toi qui vas m'interdire quoi que ce soit. » Et chaque fois, elle finissait par se sentir idiote. Papa n'a rien à faire là-dedans, putain. Pourquoi est-ce que je me sens obligée de parler de lui ? Ce garçon s'appelait Samy, et à 30 ans passés, il portait une casquette, été comme hiver. Dommage, parce que c'était un type drôle et créatif, qui n'avait pas reçu assez d'amour pour en donner convenablement. Ça s'était mal terminé entre eux. Anna avait quitté Samy à contre-cœur, elle en avait été triste longtemps, et puis son chagrin avait fini par se dissiper. Un jour, par hasard, elle a appris qu'il était mort dans un accident de la route. Elle s'est souvenue de son rire, de sa façon de tenir le volant d'une seule main et de la première fois qu'il lui avait dit « je t'aime » devant l'UGC Rosny où ils avaient vu une comédie romantique avec Hilary Swank. Anna se souvient que le film était nul à chier et que tout le long, elle avait été gênée par la mâchoire proéminente de l'actrice. Mais contre toute attente, Samy était sorti de là ému aux larmes. Et en retournant à la voiture, il l'avait prise par la taille et il lui avait dit « je t'aime » droit dans les yeux. Elle n'avait rien su répondre, et il s'était vexé. Lui, ça lui avait coûté, parce qu'il n'avait jamais dit ça à personne avant elle. Pour Anna aussi, c'était inédit. Personne ne lui avait jamais adressé ces mots-là non plus. Le trajet du retour n'avait pas été simple, dans la Volkswagen Polo, noire, année 2004, comme si de rien n'était. Samy avait allumé la radio, il y avait la libre antenne de Skyrock, et des types parlaient crûment de sexe. C'était gênant, mais moins que s'il s'agissait de sentiments. Voilà, j'espère que ce petit extrait vous a permis d'avoir un aperçu du personnage de Anna, qui est mon petit personnage préféré dans le livre, après Yamina évidemment, parce que comme je vous le disais, c'est vraiment ce personnage de Yamina qui fait que, pour moi, le livre est terriblement touchant. C'est l'heure de passer du côté écriture de la force, et je tiens à préciser que cette chronologie alternée qu'utilise Faizagen dans son roman fait partie des inspirations que j'ai eues pour mon 2e roman, celui que je suis en train d'écrire en ce moment. Parce que moi aussi, j'essaye de reprendre ce dispositif où il y a à la fois une alternance de scènes au présent. Donc pour moi, le temps présent que j'ai choisi, c'était l'année 2013. Et puis des flashbacks du passé, 8 ans avant. Et puis on remonte, donc 8 ans avant, ça nous fait 2005, 2006, 2007, 2008. Et on remonte le temps pour remonter jusqu'à 2013. Comme dans le roman de Faizagen, où à la fin, les 2 lignes chronologiques se rejoignent. Et hop, tout se passe au présent. C'est donc une de mes inspirations pour le livre que j'écris en ce moment. Ça me donne tout plein d'idées. Mais ce dont je voulais vous parler tout particulièrement aujourd'hui,
C'est d'un concept que j'ai découvert assez récemment, mais depuis que je l'ai découvert, j'ai vraiment l'impression de me sentir très, très, très concernée. C'est l'auto-sabotage. L'idée d'en parler dans ce podcast part d'une petite anecdote. C'est que la semaine dernière, je m'étais bloquée une demi-journée complète pour pouvoir écrire tranquillement. Vraiment, j'avais tout ce qu'il fallait. Le papier, le temps, le calme, tout ce qu'il faut. Et cet après-midi-là, j'ai fait tout sauf écrire. Alors vous me direz, ah oui, bah on connaît, ça s'appelle la procrastination. Et c'est vrai qu'il n'y a rien d'extrêmement original à ça. Mais pourquoi? Je me suis vraiment posé cette question. Pourquoi est-ce que je fais ça? Certes, écrire un roman, c'est un exercice très difficile. Ça demande de développer tout un tas de compétences, de se former à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects, non seulement de l'écriture, mais aussi de la réécriture. Et depuis 2019, j'ai éliminé beaucoup d'obstacles qui se dressaient entre moi et l'écriture d'un roman. J'ai tout ce qu'il faut techniquement, j'ai du papier, j'ai des stylos, j'ai un super logiciel d'écriture dont j'ai appris à me servir, un autre logiciel pour la correction dont j'ai également appris à me servir. J'ai encore plein de ressources gratuites ou payantes pour me former encore plus à l'écriture de scènes, à la mise en place d'une intrigue, à comment développer des personnages. J'ai plein d'idées, mais plein d'idées, beaucoup plus d'idées que je n'aurais le temps d'en écrire en une vie. J'ai même du temps et de l'énergie parce que j'ai fait en sorte que ça soit le cas en choisissant de travailler à temps partiel. Mais, eh bien, quand j'ai eu cet après-midi libre devant moi, je n'ai pas écrit une ligne. Je me suis donc posé la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Et la façon dont je me suis interrogée, c'est que j'ai pris un petit carnet et puis j'ai écrit comme dans un journal intime. Je me suis parlé à moi et je me suis dit, mais Marion, mais pourquoi tu fais ça? Ou pourquoi plutôt tu ne fais pas ça? C'est-à-dire pourquoi tu n'es pas en train d'écrire là? À quoi tu joues? Et vraiment, j'avais ce mot auto-sabotage qui me revenait en tête. Je me disais, mais en fait, là, t'es en train de scier un trou dans ton propre bateau pour te faire couler. Non pas tant parce que t'as peur d'échouer, mais t'as peur d'y arriver. En fait, ça te fait peur d'écrire un roman. Parce que si tu l'écris, après, non seulement si tu finis le premier jet, bah après, il va falloir faire le deuxième jet, il va falloir le réécrire, ça va être énormément de travail. Et puis, il va falloir le relire en plus avant. Et tu vas voir tout ce qui va pas dedans. Et tu vas être là, ouh là 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 là, ça va pas du tout, il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça. Et puis après, quand tu l'auras écrit 2, 3, 4 fois, il va falloir le montrer à des bêta-lecteurs qui vont le lire, qui vont te faire des retours. Et ils vont encore te montrer tout ce qui va pas. Et ça aussi, ça va être dur. Et puis, une fois que tu auras fait tout ce processus et que tu l'auras encore retravaillé, et puis que tu auras fait tout ce qu'il faut pour la publication, après, si ça se trouve, il y a des gens qui vont le lire. Ah, l'angoisse. Et donc j'ai un petit peu décortiqué tout ça. Et c'était très intéressant d'aller un petit peu à la source du problème. Mais j'étais pas beaucoup plus avancée parce que j'avais toujours aussi peur. Et pour surmonter cette crise d'auto-sabotage, je peux penser à 3 ressources. La première, c'est celle dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le fait d'explorer, d'aller plus loin, de me dire mais de quoi t'as peur exactement? Et des fois de se rendre compte qu'on a peur de trucs un peu stupides, c'est-à-dire que oui, si tu veux publier un roman, il y a des gens qui risquent de le lire. Hello. Donc à un moment, si tu fais pas la paix avec l'idée que les gens vont lire ton roman, c'est sûr que tu vas pas arriver à l'écrire. Donc voilà, il y a ça, ce premier outil. Le deuxième outil, ce sont les podcasts. Je vous en avais déjà parlé. J'écoute vraiment beaucoup de témoignages d'écrivains, tout autant que vraiment des conseils très concrets d'écriture qui sont carrément, en fait c'est sous forme de podcast, mais ce sont des cours d'écriture, hein. C'est comme si vraiment je suivais une formation. Ces podcasts, ils me servent à la fois à dépasser des blocages techniques, type comment faire en sorte qu'une scène ne tombe pas à plat, mais aussi à vraiment avoir énormément de motivation. C'est-à-dire que d'écouter les témoignages d'autres écrivains, et notamment quand ils parlent de leurs difficultés et du fait que la page blanche, c'est quelque chose qui revient de façon chronique et que tout le monde y est confronté et qu'à chaque fois, il faut la resurmonter et que c'est très cyclique, l'écriture, qu'on passe toujours par ces phases de « Ah, en ce moment, ça va pas. Ah, si, ça va bien, en fait. Ah, bah non, ça va pas. Ah, bah si, j'écris à fond en ce moment. » Enfin, bref, ils témoignent tous de ça. Bien, moi, ça m'aide beaucoup, ça me motive, ça me booste. Les écrivains et écrivaines que j'écoute dans ces podcasts ne sont pas du tout avares d'encouragement. Et c'est très, très agréable. Je me sens souvent très reboostée après avoir écouté un podcast d'écriture. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. J'adore ça. Et enfin, ma botte secrète depuis
Depuis bientôt 5 mois maintenant. Ce sont les cafés créa. Petite dédicace aux 3 copines des cafés créa qui vont peut-être écouter cet épisode si vous passez par là. Coucou et merci. Qu'est-ce que ce sont les cafés créa ? Eh bien, j'habite à Grenoble et sur Grenoble, j'ai une amie, Alice, qui est illustratrice et carnettiste, qui fait des reportages dessinés, qui fait des trucs super et qui s'est lancée l'année dernière dans son activité créatrice à plein temps. Et j'adore quand Alice me parle de son processus créatif et aussi de sa démarche d'entrepreneuriat créatif. Ça m'inspire énormément et donc c'est quelque chose dont on parle beaucoup et qui maintenant fait partie intégrante aussi de notre amitié. Alice est une amie que j'ai depuis plusieurs années, mais cet été, j'ai rencontré une autre copine, Zoé, qui elle est comédienne, conteuse, et pareil, qui est vraiment dans un processus créatif, donc encore quelque chose de différent. Je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'Alice et Zoé se rencontrent, parce qu'elles pourraient parler de leur intérêt commun pour le théâtre, pour la création. Donc on s'est vues toutes les 3, et on s'est dit, on va faire des cafés créa. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va se donner rendez-vous à 9h du matin dans un café, et on va se coacher mutuellement, c'est vraiment du coaching. Et dès la première séance, Constance s'est ajoutée. Constance, elle fait de la photo, du reportage autour du manger beau, du manger bien, du manger bon, des choses qui, moi, m'intéressent beaucoup. Si par hasard, vous savez, j'ai aussi un blog de cuisine et voyage. Et toutes les 4, on se retrouve à peu près tous les 15 jours, je dirais. Et on se voit pendant à peu près 1h30. Et chacune notre tour, on vient parler de soit de quelque chose qui va bien ou de quelque chose qui nous tracasse. Des fois, on vient avec des questions ou un problème qu'on a besoin de décortiquer. Et on s'aide mutuellement à dépasser des blocages ou à célébrer des victoires de nos projets créatifs. Et finalement, ça nous sort de la grande solitude dans laquelle peuvent se dérouler ces projets très souvent. Et moi, notamment, l'écriture, c'est quelque chose de très solitaire. Et vraiment, ces cafés créa, comme on les appelle, pour moi, c'est... ça serait un peu mélodramatique de dire que c'est une bouée de sauvetage, mais parce qu'on n'en est pas là non plus. Mais c'est vraiment quelque chose d'infiniment précieux et qui me porte, qui me motive, qui me booste. Quand il y a quelque chose qui va pas, quand j'ai notamment une crise d'auto-sabotage comme la dernière fois, je me dis, j'en parlerai avec les filles et je sais qu'elles sauront trouver les mots pour m'aider à débloquer ce genre de blocage qui en fait est psychologique, tout simplement. Et même si on s'apporte aussi des conseils d'ordre technique, par exemple sur comment gérer notre newsletter ou des choses comme ça, en fait, la chose dont on parle le plus, c'est vraiment de notre démarche créative au sens plus personnel, psychologique, comment est-ce qu'on gère notre place dans la société aussi en tant que créatrice. Et c'est infiniment précieux de pouvoir avoir ces conversations avec des personnes qui comprennent ce que je vis et puis moi aussi de pouvoir être là pour les soutenir dans leurs projets magnifiques. Donc voilà, je voulais dire que si jamais il y en a parmi vous qui écoutent ce podcast et que vous êtes aussi dans une démarche créative, trouvez-vous des pairs, trouvez-vous une communauté parce que c'est tellement précieux de pouvoir en parler, pas seulement avec ses proches, mais aussi avec des personnes qui comprennent ce qu'on vit. Et vraiment, j'en profite si elles écoutent, si vous écoutez les filles, pour vous dire un grand merci parce que ces cafés créa, ça a vraiment changé ma vie. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 5 de la page sensible. Je serais fort curieuse de savoir si vous connaissiez La Discrétion et surtout si, contrairement à moi, vous avez lu d'autres romans de Faiz Agen. Et si c'est le cas, lequel vous me recommanderiez de lire en premier ? Pour réagir, rendez-vous sur le site du podcast où vous trouverez une page consacrée à cet épisode. Laissez-moi un petit commentaire et je serai ravie de vous lire et bien sûr d'y répondre. Pour recevoir des recommandations exclusives de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Et enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai du dernier roman de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. Je parie que beaucoup d'entre vous aimez aussi cette autrice et j'ai vraiment hâte d'en discuter avec vous. À très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.